Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc, pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui on va parler de, c'est l'actualité, on l'a vu avec Twitter, là, où vont les médias sociaux d'hier à demain, un livre de Jean-Paul Lafrance, une personnalité importante du monde des communications au Québec, qui a été donc un des fondateurs du département de communication de l'UQAM et qui est docteur en philosophie de l'université Paris-Sorbonne. Il a fait sa thèse avec Paul Ricoeur, donc un phénoménologue. Mais dans un premier temps, on va parler un petit peu de lui. Bon, je le présente rapidement. Alors, je voulais souligner ça parce que c'est une façon pour moi de lui rendre hommage aussi. Figurez-vous que c'est le premier contact avec le Québec. Je l'ai eu en 1988 avec Jean-Paul, qui a pris la peine à l'époque de m'appeler chez moi. Parce que je préparais un séjour pour faire le profil journalisme et la maîtrise en communication à l'UQAM, mais à l'époque, je n'avais pas tous ces projets en tête. Mais c'est lui qui m'a... Parce qu'à l'époque, j'étais à l'université de Paris 8 et j'étudiais... Alors, je vais vous parler de ses ouvrages rapidement. Donc, La télévision, un média en crise de Jean-Paul Lafrance. Donc, j'ai pratiquement tous ses livres, mais pas tous, mais Québec-Amérique. Donc, c'était quelqu'un qui observe depuis longtemps l'actualité des médias. Le câble, un média en crise, ou l'univers médiatique en mutation, le câble. Les jeux vidéo, il y en a fait un ou deux là-dessus, mais à la recherche d'un monde meilleur. Les jeux vidéo, pourquoi vos enfants, nos enfants, mais aussi les adultes passent des heures dans le monde virtuel et de plus en plus, surtout avec le casque virtuel qui s'en vient. La télévision a l'ère d'Internet, mais vous allez voir que petit à petit, il a ouvert sa réflexion à plutôt la société. Alors j'ai participé, j'ai collaboré pendant... Enfin, j'avais organisé un colloque, La bataille de l'imprimé à l'ère du numérique, qui est devenu un ouvrage, La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique, et Jean-Paul m'a aidé à l'époque, parce qu'il y a une trentaine d'auteurs, et ça a duré quand même plusieurs années, puisqu'il a fallu organiser, puis après réunir les textes, réunir les fonds, sous la direction donc, aux presses universitaires de Montréal, si ça vous intéresse. Promesses et mirages de la civilisation numérique, aux éditions Libère. Malaise dans la civilisation numérique sous l'angle de l'économie, de l'anthropologie, de la philosophie. La civilisation du clic, intéressant aussi. Et un ouvrage auquel j'ai participé aussi, Sans notion sur la civilisation numérique. Donc vous voyez, c'est un monde. Et j'attire votre attention sur un ouvrage très intéressant, malheureusement je l'ai en forme numérique. Et si on ajoutait de l'humanisme et de la spiritualité à notre civilisation numérique, aux éditions L'Harmattan en 2017. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage où vont les médias sociaux d'hier à demain, de Jean-Paul Lafrance, donc, avec inclus, et ça c'était assez original, en annexe, l'article L'évolution progressive des interfaces numériques, une synthèse historique par Jean Descarrés et Jean-Paul Lafrance et l'équipe des praticiens de l'école des médias de l'UQAM, donc avec M. Beaupré, M. Descarrés, M. Gour, M. Paquin et Margot Ricard. On va essayer de faire un lancement à l'UQAM, mais en tout cas, c'est vraiment dans l'actualité un ouvrage intéressant. Et c'est dont on va parler aujourd'hui. Alors, une fois que cette présentation un peu lourde, enfin, il fallait passer par là, parce que c'est un monsieur que je connais depuis longtemps. Il a bien sûr participé à pas mal d'écrits, des articles ou des conférences. Il a été aussi, il est professeur fondateur de tout le secteur académique des communications où il a œuvré pendant 35 ans. Auteur d'une quinzaine de livres, je viens d'en montrer quelques-uns. Il a été aussi enseignant en France, à Paris 8, à l'Université d'Avignon, à l'Université aussi de Barcelone, en Espagne. Il fut consultant pour le CNET, de France Télécom, pour la DATAR, pour le gouvernement québécois et canadien. Il fut titulaire de la chaire de communication l'UNESCO Bell du Canada et membre de la revue Hermès. Et maintenant chercheur invité à l'Université Paris 8, au centre de recherche ITEN sur les nouvelles technologies. Alors, une fois qu'on a mis tout ça, on va se dire, bon, monsieur, il a peut-être encore des choses à dire. Bah oui, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors, Jean-Paul, je voulais commencer, en fait, cette interview par te poser une question sur l'ancien ouvrage que tu as fait. Et si on ajoutait de l'humanisme et de la spiritualité à notre civilisation numérique, aux éditions L'Harmattan, donc en 2017, parce que tu nous parles d'un personnage important, un philosophe que tu m'as fait connaître et que j'ai lu avec plaisir, mais on peut être critique aussi avec son approche. Hein. Qu'est-ce que le numérique? Il faut savoir que nous dit. Alors, Milad Douéhi, a écrit un ouvrage, c'est pour un humanisme numérique, publié au Seuil.
Et vous faites une distinction entre le numérique et l'informatique, qui pour vous est une science dérivée des mathématiques, tandis que le numérique s'inscrit plutôt dans les sciences sociales, parce qu'il décrit les phénomènes qui transforment en profondeur les conduites et les comportements humains. Alors, ça me paraissait important de commencer cette interview par ça, parce que je voulais vous poser une question. Peut-il y avoir un humanisme sans les hommes? Ben non, humaniste, ça vient de humain. D'ailleurs, il ne faut pas oublier ça. Je pense que l'auteur dont tu parles qui a écrit un livre important il y a cependant 20 ans, voulait distinguer évidemment l'informatique et le numérique. Et effectivement, c'est important. L'informatique, c'est une science, une technique. Le numérique, c'est autre chose, puisque, comme tu l'as expliqué, ça regarde finalement une révolution qui Il a est eu 3 lieu, heures, S. une révolution qui a eu lieu, qui est en ce moment euh, une, donc une révolution numérique, c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, nous avons un changement important de, de toute notre vie, de notre travail, de notre loisir, de nos loisirs, et le reste, qui fait que euh, on est en plein dans les sciences humaines, là, à l'heure actuelle. Alors voilà, nous parlons de plus en plus, nous, de numérique, de révolution numérique, même si, à l'origine, évidemment, euh, euh, la science informatique a été importante, parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans, au fond de ça, c'est l'ordinateur, ensuite Internet, euh, le, ensuite le téléphone numérique. Et dans ça, nous sommes en plein dans ça maintenant. Alors, pour commencer ton livre, tu as mis une introduction avec un économiste qu'on voit bien dans les médias sociaux en ce moment, un livre que Daniel Cohen, L'homme numérique et l'enfant des années 1960, qui a pris au point de la société des services de la révolution conservatrice. Alors, Daniel Cohen, l'Homo numericus. Comment peux-tu présenter ça, cet aspect-là? Daniel Cohen, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport, par exemple, au lab numérique des grands Ponté dans les années 90? Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous accédons à une nouvelle, certains disent une nouvelle révolution, toute nouvelle. Pourquoi? Parce que, alors, il faut peut-être commencer au début. D'ailleurs, c'est pas vraiment euh, Cohen qui a inventé ça. Je pense que c'est à l'origine, hein, à l'origine, euh, un livre de 1948, c'est étonnant, qui nous décrit pratiquement euh, 50 ans avant que ça se produise, qui nous décrit le numérique, la civilisation numérique. La civilisation numérique, c'est la civilisation. Nous produisons maintenant des services. Autrefois, pendant la révolution industrielle, on a fabriqué des objets, des voitures, des frigidaires et le reste. Maintenant, nous sommes dans les relations humaines et nous produisons des services devant ces relations humaines. C'est très important parce que ça va fonctionner d'une façon très différente parce que dans la révolution industrielle, c'est grâce, rappelez-vous, en 1900, vous avez les premières voitures, la Ford, et on automatise les procédés. Maintenant,
vous êtes pratiquement capable de faire fabriquer une voiture uniquement par des robots. La transformation qui se passe à l'heure actuelle, c'est euh, euh, nous, nous travaillons sur les relations humaines. Et ce qui est important dans les relations humaines, c'est le rapport qu'il y a entre deux individus qui se parlent, qui travaillent ensemble, bon, euh, comme tel. Voilà ce qui est important et ce qui avait été analysé par ce volume de 1948. Et Nous c'est qui- travaillons sur l'homme. l'auteur, c'est qui? C'est, c'est, Pour le nous attendez. donner plus tard. C'est... Oh, oui, je vous le donnerai plus tard. Bon, c'est Jean Fourastier. Ah, C'est Jean voilà. Fourastier qui était un économiste, sociologue, qui, moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, en fait, je l'ai peut-être lu quand j'avais 25 ans, mais je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis aperçu que finalement, il décrit très, très bien la civilisation numérique à l'heure actuelle. Le fait que nous avons passé d'une euh, d'une révolution industrielle qui fabrique des objets, des choses matérielles, à une civilisation qui s'occupe, qui travaille sur les relations humaines. Ce qui signifie, bon, voilà. Alors, Alors, je vais te relancer, justement. Alors, tu dis que cette révolution, donc l'homo numericus, cette révolution de la civilisation numérique qui s'impose, tu dis l'homme numérique est l'enfant des années 1960 qui a mis au point la société des services et des années 1980 de la révolution conservatrice. Mais tu poses des bonnes questions aussi. Mais qu'est-il devenu de l'utopie des années 1960? On parle par exemple d'Antonio Gramsci, mais pas seulement. La contre-culture des 60s a été vaincue par la contre-révolution conservatrice des années 80, celle de Thatcher et de Reagan. La révolution, alors là, c'est là qui est important, la révolution algorithmique et les moyens d'industrialiser les sociétés de services. Quelles sont les conséquences? Et là, tu parles justement sur cette notion de l'anomie sociale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Anomie sociale. c'est que, donc, retournons dans les années 60 où il y a toute une série de jeunes, tous des jeunes à l'époque, comme à l'époque, tous ceux qui sont maintenant très riches, Bill Gates, celui qui a fondé également Amazon, bon, et tout ça, qui étaient des espèces de créateurs, mais dans leur garage simplement, et qui étaient des libertaires, c'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était de, de donner aux gens la liberté, alors que la société avant était une société très, euh, oui, oui, purement autoritaire et le reste. Bon, plus tard, 20 ans ou 25 ans plus tard, après 1970, arrive aux États-Unis euh, un courant conservateur avec les présidents, américains de l'époque. Alors, ce qui se passe, c'est que la, je vais apporter une donnée très idéologique. La, euh, la mentalité des 60s, des gens de 1960 et 1960, qui ont découvert et ont ouvert la liberté, a été finalement récupérée par, par le courant conservateur. Et alors que l'on l'on pourrait dire qu'on devait en fait s'occuper de l'homme comme tel, puisque c'était les robots qui fabriquaient les objets,
il faut dire que finalement, on a trouvé une façon d'automatiser les relations humaines par les fameux, voyons comment on les appelle, par une autre partie de l'informatique, Les algorithmes. les algorithmes. C'est-à-dire que les informaticiens ont fait en sorte de, de euh, travailler les relations humaines, euh, d'enlever finalement le véritable rapport de l'homme à l'homme. Bon, c'est extrêmement important et c'est une forme d'automatisation des relations humaines. C'est Alors, ce qui se fait à l'heure actuelle. alors, c'est justement, je rebondis sur vos propos parce que vous parlez de la fin de l'amour, c'est fondamental, et vous parlez de l'algorithme Tinder, très intéressant. Et là, vous parlez bien sûr de la sexualité, mais c'est comme une sorte d'exemple pour montrer justement ce rapport social qui est absolument fondamental. Puisqu'on parle du sexe virtuel ou avec des mannequins. Mais la société de service donc, rapproche en présentiel le client de prestataire, alors qu'en en fait, il y a une contradiction entre ces deux-là, ces deux tendances. Une tendance en fait à supprimer les relations sociales et l'autre tendance à les rapprocher. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi la fin de la religion de l'amour? Parce que on voit bien que la société québécoise, mais toutes les sociétés étaient, disons, imbibées ou imprégnées de religion, le mariage, la notion de famille, enfin, tout ça aussi éclate. Oui, en ce sens que au lieu que l'amour soit une relation importante entre deux personnes, on est rendu véritablement à une automatisation de ça. On veut voir de plus en plus de filles. Euh, Quand on passe d'une fille, on s'intéresse vraiment pas, si vous voulez, à l'individu comme tel, à ses problèmes, à ses plaisirs, à ses choses. On s'intéresse qu'à l'acte, si vous voulez. Alors, quand on est sur Tinder ou de d'autres plateformes, bon, alors, par exemple, il prend d'autres exemples. Maintenant, quand on, quand on consulte Wikipédia ou qu'on achète un livre. Alors, ce qu'on recherche, c'est finalement tous ceux, non pas le nouveau, les connaissances nouvelles qui pourraient nous apporter, mais surtout, surtout, si vous voulez, on s'intéresse à tous ceux qui pensent comme nous. On n'apprend rien. Et la- l'opération finit par le fait que on forme des espèces de communautés de gens qui, euh, qui se ressemblent. Alors, c'est un autre exemple, si vous voulez, d'une informatisation, de, euh, des relations humaines. Bon, alors que, à l'heure actuelle, les gens cherchent à communiquer. Ils cherchent à communiquer avec un médecin. Ils veulent avoir un médecin. Ils veulent avoir une personne devant eux à qui ils vont parler. Ils ne veulent pas avoir une machine qui leur donne une série de recettes. Ils sont et ils ne le trouvent pas, et c'est pour ça qu'en médecine, à l'heure actuelle, c'est un véritable drame. Les gens courent après un médecin et il n'y a pas assez de médecins. Donc, la relation même importante que les gens veulent quand ils ont des problèmes, quand ils sont malades, ils ne veulent pas avoir une machine qui, qui va leur donner un diagnostic, qui va leur
expliquer trois, quatre affaires à faire, et des examens à faire, et le reste. Mais ils veulent vraiment communiquer avec, avoir une relation humaine avec un autre humain qui s'appelle le médecin. Bon, alors. Excuse-moi Jean-Paul de te couper, mais parce qu'il y a une des conséquences importantes que tu soulignes, cette transition entre le monde l'analogique, le monde de la civilisation, on va dire de l'imprimé, et vers la civilisation numérique. Il y a des métiers qui vont disparaître. Et justement, dans ce besoin de relations humaines, comme tu le soulignes, il y a des métiers qui ne devraient pas disparaître suite à l'automatisation des services. Alors le travail social, psychologue, et justement, ça souligne ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la plupart des métiers de relations sont maintenus, alors que tous les métiers qui risquent de disparaître, on parle par exemple de vendeurs au détail, comptables, percepteurs d'impôts, camionneurs, chauffeurs de taxi, de bus, pêcheurs, employés de bureau, arbitres de sport, enfin, la société donc s'automatise, c'est ce que tu viens de dire, mais ça crée un phénomène de rejet ou de résistance, on va dire, parce qu'en même temps, on est face à une double situation, c'est-à-dire qu'on voit les gens qui désirent avoir de la technologie. Alors, vous donnez des chiffres incroyables, mais il y a aussi un rejet parce qu'on se considère comme des automates manipulés par des systèmes mécanisés non humains. Et donc ça, George Orwell s'en a parlé, mais toi, tu actualises ces propos. D'où, et ça c'est intéressant, d'où le retour vers la nature. Bon, donc, voilà, c'est que les métiers qui sont créés par le numérique sont de trois sortes. Il y a premièrement ceux qui travaillent, les techniciens supérieurs, les informaticiens, ceux qui travaillent dans les systèmes, qui sont très bien payés, mais qui sont très peu nombreux. À l'autre bout de la chaîne, il y a évidemment ceux qui font des relations humaines, c'est-à-dire les médecins, ce qu'on nommait les dentistes, bon, toutes les personnes qui offrent des services. Et au milieu, vous avez toute une série de gens qui sont renvoyés dans des métiers, donc, je ne sais pas si c'est des métiers, dans des travaux qui vont bientôt disparaître. Prenons un exemple très, très simple. Ça m'a beaucoup frappé. Vous allez prendre un hamburger, j'en sais rien, mettons, voyons celui qui fait les plus grands hamburgers possibles, et à McDonald's. Et autrefois, ça créait des emplois comme tels. C'était peut-être pas bien payé, mais c'était assez... bon, il y avait toujours de l'emploi là-dedans. La dernière fois que j'y suis allé, ils avaient tout simplement inventé une machine, qu'on peut dire, un système, appelons-le un système, peut-être plus donné, et alors les individus, les clients, étaient obligés d'aller commander automatiquement leur désir, avoir un hot dog, un hamburger, de sorte que l'individu qui vous servait d'autrefois, ben, il n'a plus de job. Alors, tout le centre de ça, c'est pour ça que, par exemple, à l'heure actuelle, les gens ne veulent plus avoir de ces métiers-là. On a des problèmes dans le tourisme, on a des problèmes maintenant dans l'hôtellerie, dans tous ces métiers-là qui sont en train de disparaître parce qu'on a mis un système d'automatisation des rapports sociaux. Alors justement, je rebondis parce qu'on va bientôt, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Par opposition, donc la société algorithmique déshumanise, c'est important ça, et tu dis que ça prépare le réseau 5G, la mise en place des métavers par les GAFAM. Donc on sent qu'il y a quand même une préparation
à partir des médias sociaux. On voit bien l'actualité avec le rachat de Twitter. On sent que c'est comme une sorte de plateforme sur laquelle ils préparent une autre société qui s'embarque vers une sorte disons, où les relations humaines sont maîtrisées et, disons, soit rejetées, soit minimisées, quoi. Ben oui, je veux dire, vous avez entendu parler que tous les médias sociaux, à l'heure actuelle, ont perdu 1 000 milliards d'argent. Leurs profits ont chuté d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Là, pendant ce temps-là, un type comme Zuckerberg de Facebook avait inventé, mais il n'était pas le seul, un moyen, évidemment, d'amener tout le monde dans le métavers, c'est-à-dire dans le virtuel. Mais le virtuel, finalement, selon lui, dans un avenir prochain, on passerait 80% de son temps dans du numérique, dans du virtuel. Ça implique évidemment un traitement d'information énorme. Et pourquoi c'est relié au 5G? C'est qu'au 5G, la bande passante va être extrêmement beaucoup plus large. On va être capable de faire passer dans le réseau énormément de bits d'information, oui, de bits d'information. Sauf que ça va coûter extrêmement cher. Je veux dire, c'est un rêve absolument impossible à l'époque où on essaie de ralentir notre vie, elle reste notre vie comme telle. Alors là, on est dans des sociétés où on rêve de sociétés virtuelles qui vont coûter extrêmement cher et qui vont être à la disposition de ceux qui auront beaucoup d'argent. Parce qu'il y a aussi un fake news que tu dénonces et que tu vas... Alors, tu présentes quand même le monde. Dans le monde, il y a 34 milliards d'appareils électroniques, il y a 6 milliards d'utilisateurs, et tu dis qu'il y a une fake news énorme. On a l'habitude de signaler que l'usage du numérique ne coûte presque rien, et pire que l'utilisation de celui-ci est un gain pour la sauvegarde de la planète. Et tu dis que nous allons montrer que toute dématérialisation implique une nouvelle matérialisation, c'est d'où la troisième révolution industrielle. On comprend mieux pourquoi tu parles de révolution industrielle à ce moment-là, et des nouveaux usages, source de nouvelles dépenses énergétiques. Tous les domaines de la vie humaine sont touchés par la numérisation des services, et tu donnes comme exemple justement la voiture électrique. Bon, par exemple, on peut dire que même à l'heure actuelle, le numérique dépense 20% de toute l'électricité au monde. Par exemple, prenons les jeunes qui ont compris, puis qui mangent pas de viande, puis qui se promènent en vélo. Mais pendant ce temps-là, ils utilisent d'une façon absolument folle les réseaux sociaux. Ils vont sur les plateformes. Ils utilisent et donc ils dépendent, ils s'imaginent que tout ça, tout le numérique est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans le monde. Et quand je vous ai dit, que je vous donne comme exemple, que les applications informatiques et les applications numériques dans le monde dépensent autant d'électricité qu'un pays complet comme la France ou l'Angleterre.
Alors justement, vous donnez des chiffres, je vais vous donner rapidement. Il faut savoir que l'ensemble du complexe numérique consomme 10% de l'électricité mondiale et produit 3,7% du CO2. À l'horizon des 30 prochaines années, le numérique doublera ces chiffres, soit 8% de la production de gaz en effet de serre et 20% de l'électricité pour consommer. Le volume annuel de données depuis 2010 en zétaoctets était de 2 en 2010, 12 en 2015, de 47 en 2020 et il sera de 175 en 2025, de 612 en 2030 et de 2142 en 2035. Alors vous donnez une définition du zétaoctet, l'unité de mesure de quantité d'information numérique valant 1021 octets. Un zétaoctet équivaut à 1000 milliards de gigaoctets, source de tableaux statistiques, digital, économique, qu'en passe. Alors là, c'est important parce que vous parlez justement de cette transformation et aussi de l'utilisation de métaux rares, mais vous mettez en perspective, c'est-à-dire vous avez une approche historique, vous dites qu'il y a une première révolution au XIXe siècle, à partir du chemin de fer, du charbon, de la vapeur, et vous avez oublié l'électricité, mais en tout cas, la deuxième révolution pour vous, c'est l'invention du moteur à explosion alimenté par le pétrole, donc, et vous dites qu'on est dans cette troisième révolution, et les médias sociaux sont un peu, en fait, les têtes c'est comme la locomotive. Oui, ben c'est le problème, c'est qu'on s'en va assez rapidement vers lequel ce qui, en principe, pour la plupart des gens, ne coûte rien, c'est-à-dire, par exemple, les médias sociaux, la conversation qu'on appelle, la conversation prendra une grande partie de l'usage euh, de l'électricité. Et ça, personne n'en parle à l'heure actuelle, sauf quelques chercheurs, parce qu'on s'imagine depuis toujours que finalement, quand on fonctionne avec son ordinateur, on ne dépense rien. Alors justement, je vais rebondir pour la conclusion, malheureusement, de cette entrevue, on pourrait revenir dessus d'ailleurs, peut-être qu'on fera dans une autre émission, mais parce que dans le premier chapitre, vous parlez de Facebook et de l'incroyable succès des premiers réseaux sociaux, donc avec une dimension historique. Le deuxième chapitre porte sur World of Warcraft, le prototype du jeu vidéo immersif et de groupe. Troisième chapitre, le second lave le premier métavers, donc le phénomène de voyager dans le réseau d'Internet. Guy Miller a aussi écrit un ouvrage qu'on appelle la 7e dimension, on en a parlé un peu. Quatrième chapitre, ce que nous réserve l'avenir, le 5G, les métavers. Le cinquième chapitre, donc le métavers et de Facebook sera-t-il le grand projet de l'avenir? On a parlé de Jack Kuhn, qui est un des responsables de l'intelligence artificielle chez Facebook. Et donc pour conclure, l'épineuse question de la protection des données personnelles et du contrôle hégémonique des GAFAM dans le paysage médiatique, ben c'est bien beau regarder deux marques, par exemple, qui a un entrepôt numérique, mais à qui ça appartient, puis si jamais c'est en panne, ben là on parle de beaucoup plus vaste, de l'informatique nuage. Et pour finir, donc qu'est-ce que le virtuel, l'hypothèse du philosophe de l'esprit Charmel? Alors est-ce que vous pourriez conclure là-dessus l'entrevue sur cette conclusion? C'est que l'invention du 5G, vous savez qu'on a commencé par le 1G, le 2G, le 3G, le 4G, et là on est rendu au 5G et on travaille déjà sur le 6G, c'est-à-dire d'élargir le canal par lequel toutes les données personnelles des individus passent. Et je veux dire, c'est une prouesse technique, mais c'est au niveau des relations humaines, c'est ce qu'il y a de pire. Au niveau, évidemment, de la santé de la planète, c'est une catastrophe absolument incroyable. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Et on essaie par tous les moyens en ce moment de dire aux gens qu'il faut qu'ils changent leur mode de vie. Leur mode de vie est maintenant essentiellement orienté au niveau du numérique. Le numérique n'est pas gratuit.
Voilà ma conclusion. Merci. Jean-Paul, c'est une belle conclusion. Je rappelle qu'on était avec Jean-Paul Lafrance pour parler de son dernier ouvrage, Où vont les médias sociaux d'hier à demain, donc aux éditions Liberté numérique. Et très important, il y a un article très intéressant à la fin, donc inclus en annexe, l'article L'évolution progressive des interfaces numériques, une synthèse historique par Jean Descaries et Jean-Paul Lafrance et l'équipe des praticiens de l'école des médias de l'UQAM. Voilà, donc, Où vont les médias sociaux d'hier à demain avec Jean-Paul Lafrance. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci.